Fais-tu un vœu quand tu vois une étoile filante? Si le ciel est lumineux et que tu es patient, tu en verras certainement une, voire plusieurs. Et tout ce que ton cœur désire sera réalisé. Un soir que je regardais le ciel, j'ai fini par manquer de vœux car les étoiles n'arrêtaient pas de tomber. Et puis je me suis demandé pourquoi elles tombaient, alors qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace. Nous avons tous vu des astronautes nager dans les airs comme des poissons dans l'eau. Mais si tu penses que cela se produit parce qu'il n'y a pas de gravité, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. Apesanteur ne veut pas dire absence totale de gravité. S'il n'y avait pas de gravité dans l'espace, la Terre ne pourrait pas garder la Lune auprès d'elle. Toutes les planètes et les étoiles voleraient librement à travers l'univers, se heurteraient les unes aux autres, et cela mettrait probablement fin à la vie terrestre très rapidement. La gravité peut être très faible, mais elle n'est jamais absente. C'est l'une de ses lois fondamentales. Quant aux astronautes de la Station spatiale internationale, la gravité en orbite n'est que de 10% inférieure à celle du sol. Si on construisait une plateforme à 350 km d'altitude, soit celle de l'ISS au-dessus de la Terre, et que l'on jetait une pierre depuis cet endroit, elle tomberait de la même façon qu'elle tombe de ton balcon. C'est ce qui arrive à Brad Pitt dans le récent film de science-fiction Ad Astra. Attention, spoiler, il tombe d'une tour qui est si haute qu'elle atteint la haute atmosphère, où se trouve l'ISS. Au moins, les scénaristes avaient révisé les bases de la physique. Il n'était effectivement pas censé flotter dans l'espace. Mais alors, pourquoi les astronautes ne marchent-ils pas sur le plancher de l'ISS comme nous le faisons sur Terre? La raison est la suivante. Lorsqu'ils sont en orbite, ils sont en chute libre constante. Et l'ISS elle-même tombe vers la Terre. Dingue, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que l'ISS se déplace aussi horizontalement au-dessus de la planète et qu'elle effectue une révolution complète autour de la Terre en suivant la courbe de la planète. La vitesse nécessaire pour compenser la gravité est appelée vitesse orbitale terrestre et est d'environ 7,9 km par seconde, soit 28 164 km à l'heure. Parfois, l'ISS descend encore plus bas et s'approche de la Terre. Pour compenser cela, le centre de contrôle de la station corrige son orbite et met ses moteurs en marche pour une courte période afin de l'élever à son altitude antérieure. Si tu n'es pas devenu astronaute comme tu rêvais quand tu étais enfant, il est encore possible, sans quitter le sol, de te mettre dans la peau d'un astronaute. Si tu t'assois dans un train de montagne russe qui s'élève vers le sommet du Grand 8 avant brusquement de dévaler la pente, tu seras presque en chute libre et tu ressentiras ce que les astronautes ressentent quasiment en permanence. Un autre moyen est de monter à bord d'un petit avion qui peut faire des acrobaties aériennes. S'il réalise une figure appelée parabole, tu seras également dans un état d'apesanteur pendant un certain temps. Cela étant dit, pourquoi ne mettons pas l'ISS plus haut en orbite au-dessus de la Terre, afin que les astronautes ne soient pas constamment en chute libre? Si les astronautes parviennent à rester à bord de l'ISS aussi longtemps, c'est parce que la couche la plus élevée de l'atmosphère les protège du rayonnement solaire. À une altitude supérieure à 500 km, certains rayons ont un effet destructeur sur le corps humain. De plus, si l'ISS s'élevait trop haut, la gravité de la Terre deviendrait trop faible pour la retenir et elle quitterait son orbite. C'est pourquoi ces surhommes doivent s'entraîner très dur dans des simulateurs spéciaux d'apesanteur avant d'aller dans l'espace. Mais alors, la gravité zéro existe-t-elle dans l'espace? Et sinon, comment les vaisseaux spatiaux parviennent-ils à voler vers la Lune ou d'autres planètes? Si un corps est suffisamment éloigné d'un objet céleste, par exemple un vaisseau spatial volant vers Mars depuis la Terre, la gravité de l'objet céleste sera trop faible et leur attraction mutuelle finira par presque s'équilibrer. Mais quelle que soit la distance entre les deux objets, leur attirance mutuelle n'est jamais égale à zéro. La Terre tombe vers le Soleil de la même façon que l'ISS tombe vers la Terre. Mais comme sa vitesse latérale est suffisamment élevée, elle le fait depuis 5 milliards d'années. Mais alors, si les planètes et les étoiles sont bloquées dans leur orbite pendant des milliards d'années à cause de la gravité, comment se fait-il que des étoiles filantes apparaissent dans le ciel? En réalité, ce que nous prenons pour des étoiles filantes ne sont que de petites roches qui flottent dans l'espace et leur orbite ou la nôtre les rapproche de nous. Lorsque ces objets rencontrent notre planète, ils se heurtent à l'atmosphère à grande vitesse et compriment l'air devant eux. Leur vitesse est si élevée que l'air devient très chaud et commence à briller. Quand tu vois cela depuis le sol, tu ne vois pas le gaz brillant et la roche derrière lui, mais seulement quelque chose qui ressemble à une étoile comme les autres et qui tombe sur la Terre.
Puis rapidement, l'objet sort de ton champ de vision avant d'atteindre le sol. Comme il n'est qu'à des centaines de mètres de nous, il semble avoir la même taille que les vraies étoiles qui sont à des milliers d'années-lumière de nous. Le nom scientifique des étoiles filantes est météore, et si des parties de météores atteignent la surface de la Terre, on les appelle des météorites. Quant aux météores super brillantes, on les appelle des boules de feu. Des centaines de millions de météores apparaissent dans l'atmosphère chaque jour. Leur poids total peut atteindre des milliers de tonnes, et environ 100 tonnes de particules de poussière, trop petites pour être visibles, tombent quotidiennement depuis l'espace sur la Terre. La plupart d'entre elles brûlent sans laisser de traces. Certains jours de l'année, les météores apparaissent dans le ciel beaucoup plus souvent que d'habitude. C'est ce qu'on appelle scientifiquement une pluie météorique, ou plus communément une pluie d'étoiles. On peut alors voir des dizaines de météores par heure. Comment se forme une pluie d'étoiles ? Lorsqu'une comète se rapproche du Soleil, elle s'échauffe et commence à perdre de sa matière. Il faut plusieurs centaines d'années à ces particules pour former une queue allongée le long de son orbite. Lorsque la Terre traverse ce courant, ce qui se produit chaque année, on peut observer une pluie d'étoiles. Cela signifie-t-il que les comètes s'approchent de notre planète? N'est-ce pas dangereux? En fait, non. Les météores peuvent se former à la suite d'une collision entre une planète et un objet céleste plus petit. Des milliers de roches apparaissent alors et elles commencent à se déplacer avec leur propre trajectoire. Lorsque celles-ci croisent la Terre, elles entrent enfin dans l'atmosphère et deviennent des étoiles filantes. Les petits corps célestes peuvent avoir une trajectoire tout à fait différente, mais s'ils s'approchent trop près de la Terre, sa gravité les fera changer de direction et les attirera vers le bas. Quant aux comètes et aux plus gros météores, ils n'apparaissent pas de nulle part. Les astronomes surveillent de près tous les grands objets célestes qui pourraient s'approcher tout près de notre planète lorsqu'ils se déplacent le long de leur orbite. Au moins, nous serons au courant à temps et nous pourrons envoyer Bruce Willis s'en occuper. Si l'on trace le chemin des météores dans le ciel, il semble qu'ils arrivent tous du même endroit. C'est ce qu'on appelle un courant météoroïde rayonnant. Ce n'est qu'une illusion d'optique, et elle apparaît à cause d'un effet de perspective. Le même effet se produit lorsqu'on voit une voie ferrée et qu'on a l'impression que les rails se rejoignent à l'horizon. En réalité, les particules de météorites se déplacent le long de trajectoires parallèles, tout comme les voies ferrées. Les astronomes ont trouvé plusieurs douzaines de courants météoroïdes. Ils sont généralement appelés d'après les noms des constellations où se trouve leur rayonnement. Par exemple, les Perséides ont un rayonnement dans la constellation de Persée, et on peut les observer à la mi-août. Marque la date sur ton calendrier et sois prêt pour une douche étoilée. Connais-tu d'autres éléments sur les étoiles filantes? Partage-les dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.